Bonjour à tous, bonjour à toutes, Bonjour, et bonjour. bonjour Tiffany. Bonjour Simon, bonjour à toutes et à tous. Alors, on va vous laisser quelques instants pour vous rejoindre, pour nous rejoindre, pardon. Voilà, Mhm. on va donc attendre, voilà, quelques secondes pour bien avoir tout le monde, que ce soit à la fois les personnes depuis Livestorm et ceux depuis LinkedIn, puisqu'on a aussi on est ouvert en live LinkedIn. Donc, je ne sais pas encore par où vous êtes. Vous avez un chat. Voilà, je vois qu'il y a des premières personnes qui nous disent bonjour. Bonjour Guillaume, bonjour Pascal. Voilà, n'hésitez Bonjour. pas à réagir, à utiliser le chat. Vous verrez, de toute façon, on vous invitera à l'utiliser tout au long de ce webinaire sur la prise de parole. Voilà, donc on va se retrouver pendant 1 heure jusqu'à midi. On va essayer de tenir le timing sur prendre la parole avec impact et confiance. Donc dans le but d'améliorer, de transformer sa communication. Et je suis en compagnie de Tiffany, que je vais laisser se présenter. Eh bien, bonjour à tous, effectivement. Alors, je vais me présenter, même si c'est vrai qu'on anime pas mal de webinaires ensemble, mais on a toujours de nouveaux participants qui nous rejoignent. Donc, moi, je suis Tiffany Gadona, formatrice et coach professionnel certifié. J'interviens donc avec My Connecting sur tout un panel de thématiques soft skills, dont notamment la thématique de la communication, de la prise de parole et du charisme que j'affectionne particulièrement. Donc, je suis vraiment ravie d'être avec vous pour cette heure de découverte autour du sujet. Bah, merci Tiffany. Bah, effectivement, voilà, pour ceux qui nous suivent depuis pas mal de temps, on a déjà fait des webinaires sur la gestion du stress, sur le leadership au féminin. Enfin voilà, on a fait un certain nombre avec Tiffany et c'est toujours un plaisir de t'avoir avec nous. Pareil. Moi, de mon côté, c'est donc Simon Châtelain. Vous, pareil, ceux qui sont assidus, vous commencez à me connaître. Donc, directeur pédagogique sur toute la partie, toute notre entité management et soft skills chez My Connecting. Et donc, ravi d'être le co-animateur, le co-hôte de Tiffany pour ce webinaire. Alors, est-ce qu'on a du Petite monde présent. qui nous a rejoint? Je pense que oui, on peut démarrer là. On peut démarrer, voilà, bah, tu vois, Très on bien. a déjà pas mal de monde qui sont présents dans le chat. Je vois qu'il y en a aussi qui Super. parfois ne prennent pas la parole, mais c'est normal. Je vous propose de nous présenter rapidement pour ceux qui ne nous connaissent pas, My Connecting. Donc, ça fait 18 ans qu'on existe. On a fêté notre anniversaire de majorité cette année. On est plus de 350 collaborateurs dans le monde, sur différents sites. On a formé plus de 17 000 personnes en 2023 et voilà, on intervient à la fois sur le management, les soft skills, je vous en parlais à l'instant, et c'est ce qui nous anime aujourd'hui, mais aussi, on est historiquement un organisme de langue, des formations en bureautique et en digital. Et puis plus récemment, on a une nouvelle gamme autour de l'intelligence artificielle qui a été lancée et qui est très très prometteuse, parce que forcément, vous vous en doutez, c'est un gros boom dans le milieu de la formation, ce qui se passe avec l'intelligence artificielle. Notre mission chez My Connecting, on incarne une mission depuis 18 ans, mais on l'a transformée en vrai statut juridique il y a 2 ans maintenant. On est passé au statut juridique d'une entreprise à mission. Donc notre mission, c'est de changer la vie des gens et de leur entreprise par la compétence. On va essayer de le faire aujourd'hui autour de nos 3 valeurs: empathie, excellence, engagement. Et en fait, on a pris un certain nombre d'engagements justement autour de cette mission et sur lequel on est audité chaque année pour vérifier qu'on respecte bien nos engagements et notre statut d'entreprise à mission. Voilà, donc on aime bien présenter ça parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est important pour nous et puis qui traduit beaucoup ce qu'on essaye de véhiculer. Vous l'avez vu, on a un chat, donc normalement tout le monde a pu commencer à l'utiliser. On va essayer d'interagir avec vous un maximum pour voilà booster la dynamique. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. On aura un temps de questions-réponses à la fin qui sera dédié. Mais si on peut y répondre parce que c'est pertinent au fil de l'eau, on le fera avec grand plaisir. Donc voilà. Et puis on va aussi voilà, vous interagir avec vous par moment. Donc restez alerte. Sachez que si vous devez nous quitter malheureusement un peu plus tôt, vous aurez la possibilité de recevoir le webinaire, en fait, enfin, le replay du webinaire qui sera envoyé à toutes les personnes qui sont inscrites. Il sera de toute façon disponible sur YouTube d'ici quelques jours.
et également le support de présentation qui vous sera partagé. Pour notre agenda, donc je le disais, un premier temps sur le fait de se préparer pour booster sa confiance. Vous allez voir que la préparation est très importante et la confiance est primordiale. Et puis ensuite, on va voir des techniques pour maximiser son impact en tant qu'orateur et aussi, parce que forcément quand on parle devant une audience, donc comment captiver et engager son public. Et on finira par un temps de questions-réponses. C'est parti, Tiffany ? C'est parti, je suis prête. Et bien, super. Le premier temps, on le disait, c'est se préparer à booster sa confiance quand on prend la parole. Et on voulait vous poser justement une première question. Là, c'est à vous on vous laisse y réfléchir pendant qu'on continue, mais de se dire comment vous évaluez aujourd'hui votre niveau de stress avant une présentation. Vous pouvez répondre dans le chat si vous le souhaitez. Est-ce que c'est plutôt élevé? Est-ce que c'est moyen? Est-ce que c'est très élevé? Ça va dépendre de plein de facteurs. Hein. Ça peut dépendre du style de présentation que c'est. Je me souviens que ce même webinaire que vous suivez, on l'a animé en anglais avec Tiffany. Forcément, notre niveau de stress était un petit peu plus élevé sur une présentation en anglais. Et voilà, et parfois sur d'autres points, on peut avoir, en fonction de qui on a en face de soi, on peut être moins stressé. En tout cas, on vous laisse réagir là-dessus. Exact. Eh bien, ce que tu dis, Simon, c'est tout à fait juste. D'ailleurs, quand tu reprends les exemples, en fait, je pense que ce qui est intéressant pour justement répondre à cet objectif de booster sa confiance et de se préparer finalement à prendre la parole de la manière la plus sereine possible, c'est déjà de ne pas dénier que la prise de parole en public, ça implique finalement une peur. Donc, ça peut être intéressant effectivement de sonder là dans l'auditoire un petit peu le niveau de stress, comme on vient de le faire là de chacun. Mais posez-vous la question, est-ce que vous évaluez comme quelqu'un de pas du tout stressé, moyennement stressé, très stressé? Toi, Simon, comment tu t'évaluerais sur ce niveau de stress face à tes prises de parole, par exemple? Qu'est-ce que tu dirais? Moi, écoute, moi, ça va être marrant. J'ai beaucoup fait de présentations en visioconférence, donc j'ai de moins en moins de stress en visioconférence, que ce soit pour des webinaires ou même des réunions en interne. Par contre, en présentiel, comme ça devient plus rare avec l'arrivée, en fait, finalement, la multiplication des réunions visio, j'ai moins l'habitude de le faire en présentiel en termes de volume, et donc je sais que je stresse un petit peu plus finalement quand je suis en présentiel. C'est intéressant. Le format, du coup, en fait, je pense que ce qui se dit derrière ce que tu partages, c'est effectivement quel est un petit peu le format ou l'environnement dans lequel tu te trouves dans ta zone de confort et quel est celui qui vient un petit peu te challenger. Et on a tous un petit peu nos propres critères ou nos propres situations plus ou moins challengeantes. Mais derrière ces situations challengeantes, en fait, se cache une peur assez répandue en prise de parole. Alors, effectivement, elle va varier selon les personnes, selon les facteurs, mais la peur finalement qui est derrière tout ça, derrière notre stress, notre peur de prendre la parole en public, c'est la peur, finalement, la crainte de s'exposer. Et donc, on va tous ressentir une crainte liée à l'exposition, très finalement, j'ai envie de dire, très, comment dire, caractérisé par des critères très personnels. Moi, tu vois, par exemple, je peux le partager avec notre auditoire, mais là, 10 minutes avant le 10 minutes avant le webinaire, tu me dis que le webinaire est en live sur LinkedIn. Moi, tout de suite, ma peur de l'exposition, ma crainte de l'exposition, elle prend 10 points parce que je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal avec l'exposition sur les réseaux sociaux. J'adore la prise de parole en public. Je n'ai pas forcément un grand stress à prendre la parole, animer des webinaires. Alors, dès qu'il y a une exposition sur les réseaux sociaux, ça, c'est ma bête noire. Moi, c'est ma crainte de l'exposition. Donc, ce qui est intéressant pour les personnes qui nous écoutent, c'est vraiment d'essayer de déjà vous poser la question de vous, votre peur. Comment est-ce que cette crainte de l'exposition, comment elle se manifeste finalement? Et en fait, l'exposition, elle représente une menace potentielle. Et donc, ce qui va être intéressant, là, ça va être d'essayer d'affiner un petit peu cette menace. Qu'est-ce qu'elle dit, cette menace? Qu'est-ce que vous redoutez le plus? Et donc, une des premières clés aussi pour pouvoir un peu mieux l'apprivoiser, cette peur-là, c'est déjà de l'identifier, de dire c'est quoi le scénario un petit peu catastrophe qui se joue dans ma tête avant de prendre la parole en public. Donc, on va
découvrir ensemble les 3 scénarios finalement assez courants qui peuvent se présenter face à une peur de la prise de parole en public ou à une crainte de l'exposition. Le premier scénario. Je réagis sur les stress. Voilà, hein, dans notre auditoire, on a pas mal de gens qui disent moyennement stressés. On a Josiane qui nous dit 10 sur 10 de stress. Et voilà, et globalement, ça dépend en fonction du contexte. C'est un peu tout ce qu'on. Bien sûr, ça dépend effectivement de plein de paramètres qu'on n'aura pas effectivement le temps de tous, j'ai envie de dire, investiguer là pendant cette heure. Mais derrière tous ces paramètres, je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire quel est, comme je le disais, quel est le scénario critique qui se joue dans ma tête. Si je suis à 10 sur 10 de stress, finalement, je redoute quoi? Qu'est-ce que je redoute le plus? Et donc, d'après de nombreuses études qui ont été menées autour de la peur liée à la prise de parole, parce que c'est vraiment quelque chose de très répandu, même parmi les plus grands orateurs, il y a cette crainte, ce trac-là qui peut se faire sentir. Eh bien, il y a 3 peurs qui se dessinent. La première, c'est la peur d'être ignoré. La peur d'être ignoré, c'est vraiment finalement le fait d'être ignoré par son audience, d'avoir une audience finalement qui répond pas du tout, ou en tout cas qui est complètement désintéressée de ce qu'on raconte. Imaginez, vous animez, je sais pas, une réunion avec vos équipes et vous voyez tout le monde dans l'auditoire en train de voilà checker ses mails, faire autre chose, discuter ensemble. En fait, les gens vous ignorent complètement. Donc ça, c'est une première peur assez répandue qu'on redoute. C'est jamais très agréable de sentir qu'on n'arrive pas à captiver son auditoire. La deuxième peur, ça peut être la peur d'être illégitime, donc d'être jugé finalement illégitime, incompétent, pas assez expert. Alors là, il y a tout un tas de manifestations, ou en tout cas dans le scénario catastrophe qui se joue, c'est vraiment se dire que finalement dans l'auditoire, on va penser que je ne sais pas assez, que je ne suis pas assez expert, que je ne suis pas crédible, que je ne devrais pas être là, que je ne suis pas la bonne personne, que je ne suis pas finalement, que je ne mérite pas cette attention en lien avec vraiment ma compétence, ma connaissance et mon expertise. Qui je suis moi. C'est le vrai syndrome de l'imposteur dont on entend plus souvent ce nom-là qui est assez réputé. Totalement. Le syndrome de l'imposteur va vraiment puiser beaucoup dans cette peur-là. Et on a une troisième peur qui est aussi assez répandue, et vous allez voir, c'est pas quelque chose de très agréable aussi qu'on peut potentiellement anticiper. C'est la peur d'être finalement rejeté, la peur d'être rejeté, la peur d'être mal aimé finalement par son audience. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on redoute quand on prend la parole. Donc, autre exemple, je sais pas, vous animez voilà une formation, une réunion, une conférence, et vous avez un auditoire, vous sentez cet auditoire ne vous aime pas. Donc vous avez vraiment, alors c'est bien souvent dans notre tête, puisque la peur, c'est souvent quelque chose d'irrationnel qui se joue dans notre tête, mais vous avez un auditoire qui va, par exemple, vraiment grimacer, être très dans l'objection, être très vraiment en contradiction, et puis vous sentez limite, c'est même pas une contradiction contre votre propos, mais contre vous, contre votre personne. Et donc ça, c'est la troisième peur, la plus répandue, celle effectivement d'être rejeté. Qui augmente un peu ce sentiment d'inconfort qu'on a dans le fait d'être exposé face à une audience. Donc déjà, identifier la peur qui vous traverse le plus souvent avant de prendre la parole, c'est déjà une première manière finalement de s'en dissocier, de s'en défaire, puisque finalement, au lieu qu'elle soit un peu active et là, et que je me rende pas compte finalement qu'elle prenne un peu possession de toutes mes ressources, je peux déjà l'observer un peu de l'extérieur, cette peur-là, mais on va voir bien sûr plein d'autres outils pour justement mieux la gérer. Il y a Pascal qui nous parle de peur de décevoir, ça rejoint finalement la peur d'être mal aimé, on la retrouve là-dedans. La peur de décevoir, c'est effectivement, ça s'investigue en fait. Je pense que ça s'investigue, c'est de se dire décevoir dans quel sens. Parfois, on a peur de décevoir dans le sens où j'ai pas assez de compétences, ils en attendent plus, et donc ça va être la peur d'être illégitime. Parfois, c'est je suis pas assez impactant, je les mets pas assez en mouvement, ils ont pas envie d'interagir, ça va être ignoré. Ou décevoir, c'est je suis pas sympathique, j'arrive pas à connecter avec eux, on connecte pas, on n'arrive pas à trouver un côté un peu pas amical, mais un lien, une connexion. Ça sera la troisième. Donc tu vois, c'est intéressant effectivement. Merci Pascal pour le commentaire, mais c'est intéressant toujours d'investiguer. Vous avez ces 3 peurs un peu comme grille de lecture. À vous d'investiguer dans la situation, qu'est-ce qui se joue pour vous. Ouais. Et pour investiguer, tu nous proposes effectivement d'essayer de reconnaître quels sont les symptômes déjà.
Exactement, parce qu'une peur, ça commence effectivement déjà par, entre guillemets, modifier modifier son comportement, modifier son attitude cognitive, physiologique et émotionnelle, de son fonctionnement plutôt, son état. Si je peux, ça serait plus juste de le dire comme ça, plus que l'attitude. Avant même l'attitude, c'est vraiment qu'est-ce qui se joue, qu'est-ce qui se modifie dans mon état de fonctionnement. Et donc, plus vous allez être en alerte sur les symptômes, donc on le sait, hein, les symptômes d'une peur ou d'un trac en prise de parole vont pouvoir être cognitifs, avec des pensées qui s'agitent, qui deviennent un petit peu confuses, des moments un petit peu de blocage comme ça, où je trouve plus mes idées, j'ai du mal à me concentrer, je pars un peu dans tous les sens. Ça peut être aussi vraiment très physiologique, hein, mon rythme cardiaque s'accélère, je transpire, je me sens rougir. Alors, je vous rassure, pour animer beaucoup et puis accompagner beaucoup autour de la prise de parole, ces symptômes, ils ont souvent, on a toujours l'impression qu'ils sont, qu'ils se voient de manière démesurée, alors qu'en réalité, ils se voient pas tant que ça de l'extérieur. Donc déjà, ça c'est aussi quelque chose à dire pour un peu rassurer. Mais c'est vrai que c'est très désagréable à vivre. Et en même temps, c'est normal parce que notre état fait un petit peu fonction de barrière, un peu d'alerte. Et donc, c'est à travers notre état finalement cognitif, physiologique ou émotionnel qu'on est en mesure d'identifier que là, une émotion de peur, dans ce cadre-là, qu'une émotion de peur se joue. Donc, physiologique, ça va être effectivement toutes ces manifestations qu'on peut ressentir. Et puis émotionnel, ça peut être aussi une espèce d'excès d'irritabilité juste avant de prendre la parole, être assez, comment dire, impatient, anxieux. Ça peut être aussi beaucoup de choses qui se jouent dans le doute, dans voilà, le rire nerveux, un petit peu les émotions comme ça qui s'agitent et pour lesquelles on a l'impression un petit peu de perdre le contrôle. Donc, plus on va identifier ces symptômes, plus on va se dire, tiens, là, je rentre dans une phase, finalement, de peur, de stress. Donc, à moi, tout de suite, d'investiguer qu'est-ce qui se joue comme scénario. Super clair, merci Tiffany. Et alors, on voulait vous proposer quelques conseils pour réduire le trac. Alors, il en existe plein. Aujourd'hui, on fait le focus sur un conseil en particulier parce que ça te semblait être le principal, ou en tout cas celui qui est le plus facilement actionnable. Pourquoi tu as choisi ce conseil en particulier? Exact. Eh bien, là, en fait, l'idée, c'est de commencer par des conseils rapides. Parce qu'évidemment, réduire le trac, c'est un long travail de renforcement de ses compétences en communication, en prise de parole, pour vraiment trouver sa zone d'aisance, pour trouver sa zone où on se sent effectivement de plus en plus dans cette zone un peu de confort et d'aisance. Donc ça, c'est tout le reste du webinaire qui va nous amener à cette partie-là. Mais il est vrai que ces manifestations, comme on vient de le dire, cognitives, physiologiques ou émotionnelles, parfois, dans l'instant, on a besoin de trouver un moyen de les apaiser. Il en existe plein. Effectivement, la respiration, c'est quand même l'élément clé et c'est la technique finalement la plus accessible, la plus naturelle aussi, parce qu'on respire tous, hein, jusqu'à preuve du contraire. On respire tous et on a tous cette capacité à peut-être ajuster quelque chose vraiment de minime dans sa respiration pour pouvoir vraiment avoir un impact hyper important justement sur cet état cognitif, physiologique et émotionnel. Donc, la respiration abdominale profonde, c'est une pratique qui peut se faire avant la prise de parole, juste avant la prise de parole, pendant la prise de parole aussi. Alors, on va juste ajuster un tout petit peu la manière dont on va le pratiquer. Ça peut être aussi à la fin, hein, parce que parfois le stress il est aussi très très fort une fois qu'on a terminé et là on devient son meilleur autocritique et on se met dans une zone vraiment pas agréable. Donc, cette respiration abdominale, elle peut se pratiquer n'importe quand. Là, vous avez effectivement une petite méthode pour le faire. Il existe aussi des applications si vous n'êtes pas trop à l'aise avec cette histoire de respiration abdominale. L'application Respirilax qu'on utilise beaucoup aussi en gestion du stress est super. Vous suivez une petite jauge sur cette application gratuite qui monte et qui descend au rythme de vos inspirations et de vos expirations et qui vous aide en fait à réguler cette fréquence cardiaque pour avoir une respiration finalement plus profonde. Pour vous assurer que vous ne respirez pas avec la cage thoracique, mais bien avec le ventre et donc la respiration abdominale, en fait, on propose vraiment de poser une main sur la cage thoracique, une main sur le ventre et de vraiment vous consciemment choisir de respirer par une série de longues inspirations, expirations profondes et vraiment de vous assurer que c'est la main du bas, celle qui est posée sur le ventre,
qui se gonfle et qui se dégonfle finalement au rythme de vos respirations et pas à la main du haut. Parce que si je respire avec la cage thoracique, en fait, j'adopte une respiration qui est complètement contre-productive à la prise de parole et à la gestion du trac. Je risque d'avoir du mal à finir mes phrases. Je risque aussi d'augmenter finalement mon niveau de stress parce que ma fréquence cardiaque, en fait, va s'accélérer. Donc vraiment, respiration abdominale, ça paraît très simple, très basique, ça paraît très finalement un conseil qu'on entend tout le temps, mais qui pourtant a un impact fort dans une situation vraiment presque d'urgence à l'instant T, quoi. Ouais, tout à fait. T'as raison. On en entend beaucoup parler, mais je pense que peu de gens le mettent en pratique. Et ce qui est intéressant aussi avec cette technique, c'est qu'on peut la pratiquer même pendant sa prise de parole. Alors, on peut se préparer en avance et faire de la respiration abdominale pour se déstresser. Mais après, pendant la prise de parole, à un moment, quand quelqu'un nous pose une question, quand il y a un peu un temps de latence, on peut aussi se reconnecter à ça. Absolument, absolument. Vraiment se dire, est-ce que je respire? Est-ce que ma respiration m'aide effectivement dans ma capacité à délivrer mon message? On le reverra d'ailleurs, cette notion de respiration, un peu plus tard dans le webinaire sur des techniques très précises d'impact. Mais c'est vrai que c'est un outil qui est accessible tout le temps et de manière invisible en fait. Donc ça peut être très aidant. Super. Bah, écoute, je te propose de passer à la deuxième technique, qui est le fameux power posing. Le fameux power posing, donc qui a été, donc c'est une technique venue effectivement des États-Unis. Donc on va le traduire en français. Power posing, ça veut dire en fait littéralement posture de pouvoir. C'est une conférencière qui s'appelle Amy Cuddy, que peut-être beaucoup de personnes dans notre assemblée là connaissent déjà, qui a donc été, qui a animé une conférence TED. Donc vous pouvez retrouver la conférence TED, le titre de la conférence TED, TED, la plateforme TED en français, et votre langage corporel forge qui vous êtes. Donc cette vidéo en fait elle illustre tout ce concept de power posing, de posture de puissance. Et Amy Cuddy dans cette conférence nous explique que finalement il y a de réelles études finalement scientifiques qui montrent que par exemple avant un événement à fort enjeu, un événement de communication à fort enjeu, une prise de parole, adopter des postures de puissance, je vous laisserai aller les découvrir dans cette conférence, mais adopter des postures de puissance peut avoir un impact significatif sur en fait la sécrétion des hormones que l'on va produire et qui vont être plus ou moins finalement aidantes en termes de gestion de notre confiance et réduction de notre stress. Donc, augmentation de notre niveau de confiance et diminution de notre niveau de stress. Donc, ça vient vraiment activer, réguler, si je puis dire, deux hormones que sont les testostérone et le cortisol d'ailleurs, mais vous le verrez dans la conférence. Et donc, elle propose une série de postures à adopter. Donc, ça, c'est vraiment un petit rituel à faire chez soi, bien sûr, ou si on prend la parole, voilà, pour une réunion avec fort impact, on va, je sais pas, s'enfermer aux toilettes 3 minutes avant de démarrer, ou avant de se connecter en ligne. On adopte ces fameuses postures qui vont vraiment avoir un impact physiologique et également sur notre décharge hormonale et donc qui peut être hyper aidante aussi en termes de boost de confiance. Donc, power posing, Amy Cuddy, suivez la conférence TED ou allez visionner la conférence TED et vous allez obtenir voilà toutes les infos sur la méthode qu'elle propose, très intéressante. Voilà, je vous ai mis le lien dans le chat. Super. Et donc la troisième technique, aussi connue, c'est vrai, c'est la visualisation. Mais pareil, ça c'est comment aller un petit peu plus loin que ce qu'on peut soit en avoir en tête, parce que souvent on l'a jamais vraiment essayé nous-mêmes. Mais voilà, la visualisation que beaucoup de sportifs notamment pratiquent. Absolument, c'est ça. C'est vraiment une technique qui est très utile aussi en prise de parole. Comme tu le dis, les sportifs, les performeurs effectivement de haut niveau, les artistes aussi utilisent beaucoup cette technique-là. Et en prise de parole, elle est aidante parce qu'elle permet en fait de se projeter en situation de réussite. Donc la visualisation, il existe plein de manières de la pratiquer. Vous trouverez, je pense, pareil, des audios et
des méthodos en ligne sur YouTube, il en existe beaucoup, où on peut se laisser guider par un audio. Alors, il faut quand même les écouter avant pour être sûr que la voix nous correspond bien et que le texte aussi va bien. Mais après, une fois qu'on est assez... habitué à le pratiquer, en fait, la visualisation, c'est simple, hein, c'est d'associer un état de relaxation. Donc, voilà, vraiment un état de relaxation, une petite séance où on se relaxe, on se met en position, effectivement, Alors, j'ai un tout petit bruit derrière, je ne sais pas, Simon, est-ce que tu entends ce bruit aussi? Un petit bruit de clavier, non? Là, j'entends rien. Bon, alors ok. Donc la visualisation, effectivement, voilà, c'est se mettre dans un état de relaxation et de se projeter, de se visualiser en situation de succès. Ce que je tiens à dire sur cet outil-là, moi j'ai fait une constatation dans les nombreuses formations de prise de parole que j'anime, c'est que les personnes me posent souvent la question: qu'est-ce que je peux faire pour me préparer au pire? Voilà, les gens me demandent souvent ça. Qu'est-ce que je peux faire pour me préparer au pire, aux pires questions que je vais recevoir, aux pires objections, si j'ai un problème technique, comment faire pour se préparer si jamais ça ne marche pas? Et justement, la visualisation, c'est une technique qui vient complètement prendre le contre-pied de cette espèce d'automatisme qu'on a à vouloir se préparer au pire. La visualisation, c'est en fait se préparer à réussir, c'est se visualiser en situation de réussite. Donc, on va vraiment, dans cet état de visualisation associé à la relaxation, se voir réussir, se voir justement répondre aux questions de manière hyper détendue, hyper confiante. On va se voir connecter avec son audience, on va se voir en situation de plein impact, on va se voir gérer quels que soient les aléas, mais d'une manière sereine. Alors, vous allez me dire, ça fait un peu bisounours finalement, mais en fait, le cerveau, il imprime. Le cerveau, il imprime. Et si avant une prise de parole avec impact, on a dit au cerveau, attention, il va potentiellement se passer ça, se passer ça, se passer ça, en fait, on induit ce qu'on prédit. Et donc, il y a toutes les chances que le cerveau et notre état mental s'attendent à recevoir des situations de challenge. Alors qu'avec la visualisation, en fait, le cerveau, finalement, il prédit plutôt des situations de réussite. Donc, c'est vraiment l'outil, ou en tout cas la clé derrière cet outil-là de visualisation, c'est dire à son cerveau qu'en fait, on a toutes les capacités pour que ça se passe bien et qu'on ait l'impact maximal et qu'on soit finalement dans cet état, qu'on se projette dans cet état de confiance. Voilà pour la visualisation. Super clair. Bon, super. Merci pour toutes ces techniques, ces conseils aussi, donc pour se préparer, réduire son trac. On va rentrer un petit peu plus dans justement j'allais dire le contenu. En tout cas, on va vous parler du fait qu'il faut privilégier le sens au contenu. Mais là, voilà, on va rentrer un petit peu plus dans maintenant, quand je suis pendant ma prise de parole, qu'est-ce qui se passe? Si tout va bien, je me suis bien préparé. Et la première étape, ça va être de mettre l'emphase sur le pourquoi. Exactement. En fait, c'est vrai que là, sur 1 heure, on peut pas voir tous les aspects effectivement de la prise de parole. Il nous faudrait un long parcours de formation ensemble pour le faire. Mais c'est vrai que la question du contenu se pose. Comment on structure son contenu? Parce que effectivement, être un bon orateur, prendre la parole avec impact, ça sous-entend aussi que le contenu a quand même un intérêt pour l'auditoire, ou en tout cas, ce contenu, il est présenté de manière impactante et intéressante pour l'auditoire. Une technique donc qui a été effectivement observée et modélisée par un conférencier qui s'appelle Simon Sinek, qui lui en fait a observé un petit peu qu'est-ce qui générait impact, qu'est-ce qui générait de l'impact et qu'est-ce qui permettait de créer l'adhésion? Pourquoi est-ce que les grands leaders en fait de ce monde, en gros, réussissent à créer l'adhésion, réussissent à embarquer leurs auditoires, réussissent à justement faire la différence? Et en fait, de sa constatation, de son observation un petit peu des méthodes de communication utilisées par ces grands leaders, il en a retiré une technique très simple qui s'appelle donc dans sa conférence le cercle d'or, the golden circle en anglais, le cercle d'or. Et le cercle d'or, c'est vraiment 3 parties qui vont effectivement se retrouver derrière le pourquoi, le comment, le quoi. Donc 3 parties très distinctes. Et en fait, ces grands leaders, il a observé que ces grands leaders se focalisent sur ces 3 choses-là
essentiellement pour justement donner du sens à leur discours, leur message, leur présentation en tout genre. Et en fait, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut retranscrire dans nos pratiques, hein, nous, de la prise de parole, même si nous ne sommes pas les plus grands leaders de ce monde, mais nous sommes des grands leaders quand même. Et bien, dans n'importe quelle, finalement, situation de communication, que ce soit une communication d'ailleurs interpersonnelle ou une situation de présentation face à une petite audience ou une très large audience, il y a 3 choses qu'un auditoire, finalement, va avoir besoin d'entendre et de comprendre. La première, c'est le pourquoi. C'est pourquoi est-ce que ces personnes sont là, assises face à vous dans l'assemblée, ou pourquoi est-ce que cette personne est là, face à vous, en train de vous écouter. Donc, il faut absolument que votre message, tout de suite, finalement, définisse, j'ai envie de dire, ou transmette pourquoi est-ce que je suis là face à vous. Et ça, c'est la réponse à donner à votre auditoire. Il faut que tout de suite votre auditoire se sente concerné, trouve finalement un but, que ce soit un but large, que ce soit une valeur avec laquelle il connecte, que ce soit, en gros, pourquoi est-ce que votre auditoire doit se soucier de ce que vous allez lui raconter. Donc ça, et d'ailleurs, je fais une petite aparté là-dessus. On le voit beaucoup en réunion d'entreprise, où il y a beaucoup de personnes qui arrivent en réunion et où il n'y a pas l'ordre du jour, etc. Et donc, en fait, ils se demandent un peu ce qu'ils font là. Et donc, en fait, ils ne sont pas du tout engagés. Et donc, déjà, on perd du temps. Ça, c'est une autre formation sur la conduite de réunion. Mais en plus, forcément, pour créer l'engagement, c'est beaucoup plus difficile. Mais c'est totalement ça. Et tu as raison de prendre en exemple l'ordre du jour, parce que l'ordre du jour, c'est un super exemple. C'est-à-dire que dans l'ordre du jour, bien souvent, on a le quoi, c'est-à-dire on a la partie finale de ce triptyque-là. C'est en gros quoi, qu'est-ce qu'on attend de vous, de quoi est-ce qu'on va parler. Je sais pas, je prends un exemple. Aujourd'hui, l'ordre du jour, c'est le onboarding des collaborateurs. Mais si je suis, par exemple, je fais partie de l'équipe RH, le onboarding des collaborateurs, ok, ça fait partie de mes missions, mais pourquoi celui-là ? Pourquoi est-ce que ça a un sens de parler du onboarding des collaborateurs ? En quoi ça me concerne ? En quoi ça m'affecte ? En quoi c'est important pour moi de m'en soucier ? En quoi ça a une signification particulière pour moi, RH ? Parce que voilà, même si on pourrait penser que c'est finalement évident pour quelqu'un, par exemple, qui bosse dans un service ressources humaines de se soucier du onboarding collaborateur, eh ben c'est hyper important, c'est toujours hyper important, en tout cas pour l'orateur, de faire cet effort, de rappeler à l'auditoire pourquoi ça a du sens pour eux. Parce que ça, c'est l'assurance de les engager et de tout de suite, justement, attirer leur attention et d'avoir vraiment leur adhésion dès le début. Donc, le pourquoi, c'est en quoi ça nous affecte, en quoi ça nous concerne. Le comment… Et là, par exemple, sur le pourquoi, on pourrait aussi prendre des exemples sur le sujet du onboarding. On pourrait dire, par exemple, démarrer en disant on a eu des difficultés, on a eu des plaintes sur les derniers onboarding où on a un très fort turnover, qui nous oblige aujourd'hui à monter notre niveau d'onboarding, faire des onboarding de meilleure qualité parce que on a eu ces déboires par le passé, de reconnecter ça avec un fait réel du passé qui donne du coup l'importance quelque part de soigner cet onboarding. Tout à fait. C'est juste, en fait, le pourquoi, il peut être un peu en 2 temps. Ça peut être pourquoi en 2 mots, pourquoi, vers quoi est-ce qu'on veut aller. Souvent, c'est ce qu'on dit dans nos formations d'ailleurs de prise de parole, vers quoi est-ce qu'on veut aller. Alors, c'est vrai que c'est toujours plus inspirant d'aller vers une solution, vers l'avenir, plutôt que d'un constat passé, le pourquoi en un mot. Mais tu as raison, des fois, le constat passé, il est tellement, entre guillemets, douloureux, c'est tellement finalement bloquant, embêtant, c'est tellement freinant qu'en fait, ça peut aussi être une source de motivation de dire, en fait, là, on a des freins, il faut qu'on s'enlève finalement ces freins-là. On est dans une situation où ça peut être des situations d'urgence, ça peut être des situations de blocage et ça peut être une source de motivation aussi. Donc, en fait, c'est toujours la question de pourquoi on le fait, pourquoi ou vers quoi on va, vers quoi est-ce qu'on veut aller, vers quoi est-ce qu'on est porté aussi. Ça peut être l'un ou l'autre, tu vois, passé ou futur, mais effectivement, le sens, il est clé, quoi. Vraiment, il est clé dans la structure, de notre message. Une fois qu'on a bien rassemblé, finalement, qu'on a bien connecté avec tout le monde sur la signification, sur le pourquoi on est là, eh bien, en fait, avant même de parler du sujet du onboarding, encore une fois, si on garde cet exemple, l'idée, c'est vraiment de dire, OK, on sait où on a envie d'aller, où on sait ce qu'on ne veut plus.
comment est-ce qu'on peut y parvenir? Donc là, c'est de faire apparaître finalement nos besoins. De quoi est-ce qu'on a besoin de se soucier là maintenant, de traiter? Est-ce qu'il y a des besoins en termes de process, en termes de changement, en termes d'action, en termes de thématiques, en termes de mode de travail? Mais en tout cas, ici, c'est un peu encore cet effet teasing de pas forcément pleinement, j'ai envie de dire, mettre les pieds dans le plat et dire, voilà, on va parler du onboarding, mais c'est plus, encore une fois, de faire naître vraiment le besoin et de montrer aussi à l'audience qu'on sait finalement par quel cheminement, qu'on sait aussi qu'on a déjà un peu dessiné le parcours. Si on reprend le picto là qui illustre cette étape, c'est vraiment ça, c'est de dire, ok, on sait où on veut aller, où on sait ce qu'on ne veut plus, on sait finalement, qu'est-ce qu'il faut traiter, qu'est-ce qu'il faut identifier ou sur quoi est-ce qu'on doit travailler. Et enfin, une fois qu'on a ça et que notre auditoire est là vraiment prêt à, quelque part, dire, OK, bah là, on est prêt, qu'est-ce qu'il faut faire, on y va. Et bien là, on peut dire, effectivement, on est là pour mettre en place, j'en sais rien, moi, une nouvelle stratégie de onboarding ou en tout cas parler vraiment du sujet, quelque part, de l'ordre du jour. C'est maintenant qu'on y vient. Donc voilà, le pourquoi, comment, quoi, le cercle d'or inspiré par les travaux de Simon Sinek, ça c'est vraiment effectivement aussi une super technique pour structurer. Ça peut être utilisé de plein de manières différentes, introduire, structurer, aller vraiment construire son contenu de la manière la plus impactante possible. Oui. Et puis une bonne vérification de se dire, bon bah, quand vous avez préparé votre le tout, c'est de se dire, bon bah, est-ce qu'il y a bien ces trois éléments-là? Est-ce qu'il y a ces trois éléments-là dans mon discours? Et dans cet ordre-là, parce que sinon, ça veut dire qu'on passe à côté. Tout à fait. Hop là, pardon, j'ai été un petit peu vite. Non, on voulait parler donc maintenant du notre timing, Simon, c'est très très bien. C'est un petit moment de pression. Non, nous sommes parfaitement dans les temps, tout va bien. Tu voulais aussi donc parler du fait de maximiser son impact. Donc, alors le cercle d'or finalement, c'est une manière de maximiser son impact. Mais là, on va rentrer un petit peu plus dans des techniques concrètes d'orateur. Exactement. Alors là, la posture, la manière de parler, etc., etc. Et on voulait introduire en vous posant cette question, quelle attitude admirez-vous le plus chez un orateur? Voilà, donc ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Est-ce que c'est sa manière de parler? Est-ce que c'est son ton? Est-ce que c'est son storytelling? Enfin voilà, je vous laisse vraiment libre de vous poser cette question et de se dire, voilà, on a sa voix par exemple, effectivement, là, ça peut être donc la tonalité. Essayez de décrire vraiment une qualité que une qualité en termes vraiment d'attitude que voilà, qui vous marque chez un orateur, l'éloquence pour moi, la voix. Ça serait quoi, toi, Simon, une attitude qui, toi, te marche pour toi, quoi? Tu te dis, voilà, moi, c'est ce genre d'attitude-là, à chaque fois, c'est vraiment un truc qui me... Moi, je pense qui m'impacte le plus et que tu vois, je ne fais pas assez et que je devrais faire plus, c'est vraiment la capacité à marquer des silences. Et tu vois, quand des personnes qui sont vraiment, on le voit beaucoup dans les discours politiques, bien entendu, mais tu vois, quand ils arrivent vraiment à vouloir mettre l'impact sur un terme, sur une manière de dire les choses en particulier, enfin un élément de leur discours en particulier, c'est de vraiment réussir à garder ce silence quelques secondes. Ils n'ont pas peur des silences et ils savent vraiment le faire tenir, et on est presque en haleine à écouter, à attendre la suite, ou alors à réfléchir à ce qu'ils viennent de dire. Ouais, c'est intéressant, ouais, bien sûr. Et tu vois, derrière ça, là, derrière ce que tu dis, le silence, il y a bien une attitude. Alors, on a plein de réponses aussi qui arrivent, qui sont super intéressantes. L'éloquence, la congruence, le charisme, son assurance. Vous concernant tous les deux, c'est la gestuelle. Merci Corinne, j'espère que ça veut bien dire qu'on a la bonne gestuelle. Le rythme, pour Amélie, moi, ça serait vraiment la passion, la conviction. Je pense que ce que j'admire le plus chez un orateur, c'est un orateur qui est passionné / convaincu. Pour moi, j'ai vraiment besoin de ça. Si quelqu'un prend la parole et que je sens pas de la conviction ou de la passion, c'est un peu entre les deux d'ailleurs, ça dépend des sujets, mais je décroche très très vite en fait. Je décroche très vite et puis j'ai beaucoup de mal, même si le sujet m'intéresse, à me mettre dedans. Donc pour moi, la passion, la conviction, c'est vraiment quelque chose... quel que soit le sujet, j'ai vraiment besoin de ça. Si vous avez d'autres choses qui vous viennent, n'hésitez surtout pas. Alors, c'est intéressant.
On a Émilie qui nous a dit le charisme, et c'est exactement de ça dont on va parler là ensemble pendant ces quelques prochaines minutes, parce que justement ce qu'on voulait effectivement vous transmettre aussi pendant ce webinaire, c'est de prendre conscience qu'en fait, ce qui génère de l'impact et ce qui souvent en fait fait qu'on suscite de l'admiration, de l'impact, alors pas de l'admiration dans le sens fanatique du terme, mais dans le sens vraiment impact, c'est-à-dire vraiment des orateurs qu'on n'oublie pas, ce sont des orateurs qui sont en mesure finalement d'activer ce potentiel charismatique. Et le charisme, là il nous reste que 20 minutes, j'aurai vraiment 3 heures, je pourrais passer 3 heures à vous parler de ce sujet-là, mais on va le faire en mode synthétique. Le charisme, c'est un sujet qui est hyper, j'ai envie de dire, malmené, si je peux dire ça comme ça, parce que le charisme, c'est un sujet qui suscite tellement de mythes et de croyances que pour beaucoup d'entre nous, malheureusement, on a l'impression qu'on n'y a pas accès. On a l'impression qu'on n'y a pas accès, on a l'impression que c'est réservé à une certaine élite, on a l'impression que c'est réservé à des conditions qui sont totalement, finalement, j'ai envie de dire, idéalisées et inventées. Alors, on a beaucoup entendu, le charisme, c'est voilà, un certain niveau hiérarchique, c'est une fois qu'on accède à un certain niveau hiérarchique, on peut aussi avoir un charisme qui est lié au genre, malheureusement, on peut avoir un charisme lié à la tonalité de voix, enfin, j'ai entendu des tonnes de choses pour animer beaucoup de formations de séminaires autour du charisme, qui sont un peu vraiment quelque part conçues par nos croyances, nos perceptions sur le sujet. Et on a donc une formidable auteure qui s'appelle Olivia Fox-Cabane, qui a écrit un best-seller sur le sujet qui s'appelle le charisme démythifié, qui a animé aussi beaucoup de conférences sur le sujet. Et elle, en fait, elle a décidé vraiment de remettre un petit peu de faits et j'ai envie de dire, de vérité, de rationalité, en fait, dans cette question du charisme, en identifiant que le charisme, ça tient à 3 piliers. Et que n'importe quelle personne sur cette planète est capable de développer ces 3 piliers. Et qu'il n'y a pas certaines conditions, il n'y a pas de notion d'inné ou d'acquis qui nous permettrait ou pas d'être charismatique. Il suffit simplement de se poser la question, dans mon attitude, quand je prends ma parole, quand je m'exprime, quand j'échange, dans mon attitude, est-ce que ces 3 piliers sont actifs ou pas? Donc, on va se focaliser sur ces 3 piliers avec, bien sûr, des techniques pour pouvoir les activer. Parce que dans le chat, on a eu beaucoup de personnes qui nous ont d'ailleurs cité des techniques. Quand on dit la voix, quand on dit l'éloquence, le rythme ou la gestuelle, ça, ce sont des techniques. Ce sont des techniques, en fait, qui nous permettent justement de faire en sorte que notre charisme se voit. Mais avant qu'il se voie, il faut déjà connecter avec l'attitude adéquate. D'accord? Donc, la présence, c'est notre premier pilier du charisme. On est tous capables de faire preuve de présence. La présence, quand on prend la parole en public, c'est vraiment de se dire, est-ce que je suis 100% ici et maintenant avec mon auditoire ou avec mon interlocuteur? Si je suis derrière un écran, si je suis dans une salle, si je suis face à 200 personnes, si je suis face à 4 personnes, peu importe, est-ce que je suis 100% là? Est-ce que mentalement, physiquement, émotionnellement, je suis là? Ou est-ce que je suis en train de penser à, je sais pas moi, la réunion qui suit ou le mail que j'ai pas envoyé ce matin ou tiens, il faut que je fasse ma déclaration d'impôt, etc. Non, est-ce que je suis 100% là? Vous avez beaucoup de personnes qui animent des réunions ou même en visio et qui en même temps font autre chose. Check leur mail, tapotent, je sais pas. En fait, se parasitent tout seuls dans leur niveau de présence et du coup, ça se ressent. Et ça fait perdre en impact. D'accord? Donc ça, c'est la présence. Le pouvoir, donc qui est traduit de l'anglais power, donc qui veut dire plutôt puissance. C'est pas pouvoir, un pouvoir descendant, écrasant, c'est pas l'idée. Souvent, nous, on a un petit problème avec, on peut avoir un problème avec ce mot-là en français. C'est vraiment dans le sens puissance personnelle. La puissance personnelle d'un orateur, elle va se construire en fait sur quel est son niveau de confiance, quel est son niveau d'assurance face au sujet. Est-ce que cet orateur se sent expert et légitime? Donc, il y a quelque chose qui est très aussi mental et en lien avec les peurs, d'ailleurs, qu'on a vu précédemment. Mais c'est vraiment de se dire, est-ce que je me sens légitime d'être là? Est-ce que je me sens convaincue? Quelqu'un a dit être convaincu avant d'être convaincant, c'est tout à fait ça. Est-ce que moi, je crois à ce que je raconte finalement? Est-ce que j'ai envie de le raconter? Est-ce que je suis convaincue de ce que je vais dire? Et du coup, ça va donner une certaine forme d'autorité. C'est pas autorité descendante, c'est une certaine forme, finalement, je vais représenter une certaine figure d'autorité. Ok?
face à mon auditoire. Donc ça, c'est le pilier du pouvoir, la puissance. Et le dernier pilier, c'est le pilier du partage de la chaleur, donc qui est traduit par warmth. En anglais, warmth, c'est le côté vraiment chaleur, chaleureux. Donc on a plutôt utilisé le mot partage en français. Mais pour un orateur, c'est de se dire, ok, j'ai de la présence, j'ai de la puissance, mais est-ce que je reste quelqu'un effectivement d'humain, d'abordable, de sympathique aussi? Est-ce que je reste aussi quelqu'un de vulnérable? Parce qu'un orateur, c'est aussi important pour connecter avec son audience, finalement de se montrer aussi vulnérable, donc de partager des émotions, même si bien évidemment elles sont régulées, elles sont pas complètement, j'ai envie de dire, débordantes et démesurées, mais elles sont utiles aussi pour connecter à l'échelle vraiment humaine avec l'audience en fait, et développer cet impact. On n'a pas envie effectivement d'écouter un robot sans dénuer de toutes émotions. Hein. Tu parlais d'IA tout à l'heure, Simon. On le voit, l'IA fait même un effort. Hein, d'ailleurs, à ce niveau-là, on va pas ouvrir ce sujet, mais pour justement. Ils font des blagues. Voilà, des blagues, se rendre le plus humain possible. Donc, nous, en tant qu'orateurs et humains, gardons cette partie-là et offrons-la en fait à notre audience pour justement connecter. Donc ça, c'est la partie partage chaleur. Donc ça, c'est nos 3 piliers. Voilà, ça c'est nos 3 piliers. Et ben ces 3 piliers, ils vont devoir effectivement s'activer et se voir quand on communique. Alors comment est-ce qu'on va faire ça? Et ben on va faire ça au travers de techniques. On va faire ça au travers de techniques, des techniques qui vont essentiellement être autour de la voix, de la gestuelle, du regard, et également si je peux dire un petit peu de l'attitude en fait qu'on va adopter, ou en tout cas de l'accent qu'on va mettre sur telle ou telle partie de son discours, de son propos. Mais c'est pas un mot-clé qui va faire sentir à l'autre que j'ai de la présence, j'ai du pouvoir ou j'ai du partage. D'accord? Je peux très bien dire par exemple à mon audience, je vais faire vraiment prendre le contre-pied, mais je peux très bien dire à mon audience, démarrer le webinaire et dire voilà, bonjour à tous, je suis vraiment ravie d'être avec vous pour ce webinaire. Vraiment la prise de parole, c'est un sujet qui me passionne. Donc là, j'ai pas fait d'effort dans mon attitude, j'ai pas fait d'effort, en tout cas dans mes techniques de communication non verbales et paraverbales, et donc ça ne se voit pas, d'accord? Donc ce qui est important, c'est pas de dire qu'on est présent, puissant et chaleureux, c'est de le montrer dans son attitude. Donc vous avez plein de techniques là sur cette slide. Je vais pas rentrer dans le détail de toutes les techniques, mais je vais en prendre quelques-unes par pilier pour que vous puissiez voilà vous projeter et vous dire bah tiens qu'est-ce qu'on peut optimiser dans notre communication, dans notre attitude, pour que tout ça, finalement, se voit. Alors, avant d'aborder les techniques, je vous partage juste une chose que je dis souvent dans les formations comme ça, sur le charisme ou la prise de parole. Vous n'avez pas besoin de tout travailler. Parce que c'est beaucoup, effectivement, de penser à ces 3 piliers et toutes ces techniques en permanence. Moi, ce que j'invite l'audience là à faire, c'est juste déjà de se poser la question, quelque part, de par vos forces naturelles, de par vos qualités, de par votre personnalité, quels sont les piliers qui sont déjà les plus remplis? On a tous finalement en nous voilà, des forces, des traits de caractère, on se connaît plus ou moins bien chacun, mais voilà, moi je sais que par exemple j'ai un trait de caractère qui est l'optimisme, qui est assez débordant chez moi. Je sais très bien que ça sert énormément mon pilier du partage de la chaleur. Donc j'ai pas tout à fait besoin de mettre l'emphase sur le sourire, la technique du sourire, parce que c'est vraiment quelque chose qui est assez naturel pour moi. D'accord? Je peux avoir un côté, voilà, je sais pas, passionné, qui va me donner un peu peut-être cette force de conviction. Je suis assez, voilà, quand je suis convaincue, ça se voit, c'est quelque chose qui est assez naturel. Par contre, du coup, mon côté optimisme et conviction peut parfois me faire perdre en présence, parce que je peux vraiment être assez intense, et du coup, quand on est un peu trop intense, on peut aussi très vite soit s'éparpiller, soit être un petit peu dans une énergie un peu parasite. Et donc être un peu moins attentive, un peu moins dans l'écoute. Donc moi, si je fais mon bilan, je sais que mon pilier de la présence, c'est le pilier à travailler. Et je ne vais pas me soucier forcément de toutes les techniques dans les 2 autres piliers, mais plutôt de celles sur la présence. Donc ça, c'est important pour pas être submergé de techniques et du coup en perdre un peu finalement son aisance, quoi. Donc, présence. Simon, on est comment niveau timing là? Il faut que. Justement, j'allais te dire, on est en retard. Ça y est, officiellement. En retard, oui, bien sûr. Voilà, je me recentre et on va y arriver. Je promis, on va y arriver. Donc les techniques, une par pilier. Je vais en sélectionner une par pilier. Les autres sont assez faciles à découvrir.
Pour la présence, je vais vous parler de l'ancrage baobab. C'est la plus énigmatique. L'ancrage baobab, c'est vraiment l'idée de s'ancrer avant de prendre la parole. Quelle que soit la prise de parole, devant 3 personnes, 10 personnes, 200 personnes, derrière un écran, au téléphone, n'importe où, si vous n'êtes pas ancré, il y a quelque chose de parasite qui va se passer dans votre discours, même si les gens ne vous voient pas, je vous assure. Si par exemple je suis en visio, on est souvent maintenant dans des prises de parole en distance, et que je ne suis pas ancrée là dans ma chaise, si par exemple je suis un petit peu désaxée comme ça, ou moi, vous voyez, j'ai une chaise, une chaise de bureau qui tourne. Si je suis désaxée, je vais avoir tendance à faire ce genre de geste ou de mouvement parasite qui va me faire perdre en présence. Parce que mon auditoire va se focaliser sur mon mouvement plutôt que sur finalement, mon impact, mon discours. Quand on est face à une grande assemblée, on peut bien sûr se déplacer, mais quand on a un message clé à faire passer, c'est hyper important de bien se réancrer, donc 2 pieds dans le sol. L'image de l'arbre, là, le baobab, c'est vraiment se dire, je suis bien ancré dans le sol, je m'ancre et je transmets l'idée clé. Donc voilà une technique pour la présence. Je vous laisse découvrir les autres. Une technique pour le pouvoir. Le pouvoir va se jouer dans la gestuelle de conviction. Donc, effectivement, j'ai des idées fortes, il faut que je puisse les accompagner avec ma gestuelle, mais aussi dans les graves de la voix. Donc, rien à voir encore une fois avec le genre. C'est pas que les hommes ont plus de puissance que les femmes parce qu'ils ont une voix plus grave, etc. Je coupe le débat tout de suite parce qu'il arrive très souvent à ce moment-là. C'est vraiment par rapport à son timbre signature finalement et comment est-ce que je vais moduler ce timbre signature. Moi, mon timbre signature, il est tel qu'il est et on a chacun notre timbre signature. Si j'ai un message effectivement en lien avec l'expertise à faire passer, je ne vais pas dire. Alors vraiment, je suis absolument convaincue que ces 3 piliers sont vraiment ce qui peut augmenter votre impact en prise de parole. Vous voyez, là, je suis sur mes aigus. Ça donne pas une image, effectivement, d'expertise et de confiance. Par contre, si je dis, alors vraiment, je suis absolument convaincue, ces 3 piliers peuvent développer votre impact en prise de parole. Je suis sur une voix plus grave qui me confère un peu plus, effectivement, de légitimité et d'expertise. Donc, c'est important aussi de choisir la juste tonalité pour faire passer ces messages. C'est le fait aussi que tu changes d'une tonalité à une autre qui impacte forcément le message. Exactement. Ça donne un ton différent. Et du coup, dans notre dernier pilier, donc bien sûr, le partage de la chaleur, c'est au travers du sourire, de l'ouverture dans toute sa posture. Mais les aigus de la voix, c'est ce qui va générer plus finalement de dynamisme, d'entrain, j'ai envie de dire presque de sympathie dans notre manière de connecter à l'autre. Et avec ce fameux arrondir les voyelles qui veut dire quelque part un peu adoucir son discours, donc pas avoir un discours trop appuyé sur les consonnes, mais avoir un discours un petit peu plus rond, avec une voix beaucoup plus finalement rassurante. Si je fais un point avec un collaborateur et que je lui dis, écoute, tes résultats ne sont pas au rendez-vous, là je suis vraiment en train d'appuyer sur les consonnes, je peux plutôt utiliser d'arrondir les voyelles et de lui dire, écoute, tes résultats ne sont pas au rendez-vous, j'aimerais qu'on en discute. Donc, je suis plus sur un discours arrondi. Voilà. J'essaie de faire court et clair sur cette partie technique. Non, merci Tiffany. Là, on a vraiment pu revenir sur comment activer ces trois piliers. Vous avez vu dans le chat, moi parfois vous me voyez taper et ne pas être dans la présence, c'est parce que je vous pose des questions ou que je mets des informations dans le chat. Posez vos questions si vous en avez, n'hésitez pas à le faire en amont, comme ça on va aussi moduler au niveau du timing, on dépassera de 5 minutes s'il y a besoin. Tu voulais qu'on revienne sur les 3 principales peurs du début, justement pour faire un lien avec les piliers. Exactement, c'est juste une piqûre de rappel, vraiment de vous dire que finalement ces 3 peurs qu'on a identifiées au départ, ignorées, illégitimes, mal aimées ou rejetées, en fait elles sont directement alignées avec les 3 piliers du charisme. Donc c'est aussi dans ce sens-là que je vous disais au début du webinaire, bien sûr qu'il y a les petites techniques de gestion du trac dans l'instant, mais en fait, plus on développe sa compétence à être, ou entre guillemets, à activer son charisme et ses 3 piliers charismatiques, moins finalement on laisse de place à ces 3 peurs-là. Il y aura peu de chance si vous activez à fond votre pilier de la présence avec toutes les techniques qu'on vient de découvrir, il y aura peu de chance qu'en fait vous soyez ignoré par votre auditoire. Et etc. Et de même, pour le pilier du pouvoir, le pilier du partage, il y aura peu de chances finalement que ces peurs-là s'activent ou en tout cas se fassent ressentir si vous vous sentez finalement activé et plutôt, si vous développez votre potentiel dans chacun de ces piliers.
Alors, un terme dont on n'a pas encore parlé en frontal, qui est Oui, un terme barbare pour ceux qui ne le connaissent pas et qui est sinon très, très habituel pour ceux qui ont pris justement l'habitude, c'est la congruence. exact. Et ça peut être la bonne manière de clôturer cette partie sur le charisme. D'ailleurs, ça a été cité dans le chat, parmi l'une des choses qu'un des participants ou des participantes a admiré le plus chez un orateur. La congruence, c'est vraiment de dire, finalement, ces piliers du charisme, ils sont pas là pour dénaturer votre personnalité. Ils sont pas là pour dénaturer votre personnalité, ils sont là pour effectivement optimiser l'impact du message. Donc l'idée, c'est de dire, pour un orateur, s'il y a une chose à retenir, c'est quand je dis quelque chose, quand je transmets un message, ce qui est important, c'est que finalement, mon attitude, elle soit congruente avec ce que je cherche, entre guillemets, ou avec l'intention et le fond de ce que je raconte. Donc moi, mes piliers du charisme, ils me permettent finalement d'augmenter l'impact, mais ils ne me dénaturent pas. J'aligne en fait mon propos, mon intention, ce que je veux dire avec finalement ce qui va se voir. Et ça, c'est un travail effectivement, voilà, qui demande entre guillemets de bien se mettre au clair aussi, vous, avant de prendre la parole, sur pourquoi vous êtes là, qu'est-ce que vous voulez, quelle est votre intention, et de transmettre ça avec la plus grande authenticité et sincérité. Plus vous allez focaliser sur en fait, moi je veux que mon message soit efficace et pour ça, j'ai pas besoin de me dénaturer, j'ai pas besoin d'en rajouter, j'ai pas besoin de me changer, j'ai juste besoin d'être moi-même, mais simplement d'optimiser par les techniques la manière dont je transmets mon message. La congruence, c'est l'alignement entre ce que je pense, ce que je dis et ce qui se voit. Très clair. Bah, écoute, merci. Ça clôture un petit peu cette partie sur le charisme, comme tu disais. On va passer à la dernière partie, qu'on va forcément devoir faire un petit peu plus rapidement, mais c'est le fait de captiver et engager son public. Alors, si Oui. vous arrivez à être dans une posture de charisme, forcément, on a déjà la moitié du chemin qui est fait. Exact. Mais tu voulais revenir, voilà, d'abord sur les avantages de le faire, et puis ensuite d'arriver sur quelques techniques. Exactement. En fait, cette partie-là, c'est vraiment notre partie un petit peu de conclusion. C'est si en tant qu'orateur, j'ai bien, entre guillemets, optimisé tout mon potentiel d'impact, il y a toutes les chances finalement que je réussisse à captiver, engager mon auditoire. Et ce qui est important, c'est de se dire que cet auditoire, il a besoin, en fait, c'est crucial, en fait, cette question de captiver, engager son auditoire. Et c'est crucial pas juste au début, c'est crucial tout au long de sa présentation. Déjà parce qu'il y a de sacrés avantages à garder un public engagé. Un public engagé, c'est un public effectivement qui est motivé et qui du coup est motivé avec vous dans quelle que soit la cause ou la tâche ou l'élan que vous essayez de mettre en place. Donc on a vraiment pas quelqu'un, mais un public, un groupe de personnes qui du coup qui adhèrent. Vous avez aussi une audience qui se sent appartenir finalement à quelque chose, j'ai envie de dire de plus grand aussi, surtout quand on clarifie bien le pourquoi au départ. Hein, rappelez-vous ce qu'on a dit sur la technique du pourquoi, comment, quoi. Plus vous clarifiez le pourquoi, le sens, plus finalement votre audience se sent appartenir à quelque chose d'important, se sent aussi reconnue. Et puis, vous avez toutes les chances d'avoir une audience, un public. J'essaye de speeder, vous voyez, je ne suis plus sur une respiration abdominale et ça se voit tout de suite. Mais donc cette audience qui va effectivement être soutenante en fait, tout simplement être soutenante et accepter plus facilement d'adhérer aux décisions parce que justement elle est engagée, elle est captivée. Voilà donc les bénéfices. On va vous proposer, et on va passer tout de suite à quelques clés, mais Ouais. quand même de dire dans le chat, ça donnera des idées à tous. Quelle est pour vous la clé qui vous permet de rester engagé dans une présentation? Et pendant qu'on écoute, enfin qu'on lit en tout cas vos commentaires, on va revenir sur quelques clés justement pour faire cette différence, pour réussir à engager tout simplement et faire la différence en tant qu'orateur. Exact. Je crois que c'est vraiment intéressant la question que tu as posée avant et que tout le monde se la pose et répond dans le chat ou même dans sa tête, hein, mais de se dire si moi je suis dans l'auditoire, de quoi j'ai besoin. Je trouve que c'est super intéressant quand on veut être un meilleur orateur de toujours se positionner aussi dans et si j'étais eux finalement, si j'étais eux en face de moi ou si j'étais cette personne en face de moi, moi j'aurais besoin de quoi? Ça aide aussi à créer beaucoup d'empathie et de quelque part de compréhension aussi de est-ce que ce que je m'apprête à faire
c'est ce que j'aimerais moi recevoir. Évidemment qu'il y a des petites clés, ou en tout cas des choses à retenir pour justement faire la différence en tant qu'orateur. Être orateur, c'est pas juste être quelqu'un doté d'une bonne éloquence et voilà, qui aime parler en public, qui aime être on va dire, s'exposer ou être dans la représentation. C'est aussi quelqu'un qui, quelque part, est leader d'une audience, parce que un orateur, c'est celui, entre guillemets, qui a la responsabilité de faire en sorte que ce moment de communication face à l'auditoire se passe de la manière la plus inspirante, la plus efficace, la plus constructive possible. Donc, cet orateur, il n'a pas juste pour objectif et pour rôle de briller, en fait. Ça, c'est la finalité, briller. Mais en fait, son objectif et son rôle, c'est d'abord, avant tout, de guider son audience, donc d'être sûr que cet orateur, il structure bien le cadre de sa communication. Il rassure aussi son auditoire. Parfois, on anime des réunions où c'est hyper important au départ aussi de donner un peu le cap, de mettre en place des règles du jeu, des règles d'éthique, pour pouvoir justement créer la meilleure atmosphère possible, si je puis dire, pour ce moment de communication. C'est un orateur aussi qui doit effectivement être en mesure de faire confiance à son auditoire, à son public, parce que pour avoir un auditoire engagé et captivé, c'est un auditoire qui doit aussi être reconnu et valorisé. Donc, en tant qu'orateur, faire confiance, ça veut dire en fait construire un moment d'échange sur une réflexion aussi parfois mutuelle. Alors, on ne peut pas toujours donner la parole à tout le monde, mais voilà, il y a parfois effectivement ce côté... cette idée, comme on le fait là, par exemple, en webinaire, on ne donne pas la parole, mais on vous engage dans le chat et on vous fait confiance sur ce que vous allez effectivement partager. On a envie aussi d'échanger avec vous. Donc, c'est aussi en ce sens-là que la confiance, elle est importante. C'est se faire confiance à soi, mais faire confiance à son auditoire aussi. Le troisième, c'est faire preuve de courage. Ça demande beaucoup de courage d'être orateur, évidemment, de par l'exposition, mais aussi en termes d'exemplarité, d'honnêteté. Parfois, on n'a pas les réponses et moi, je dis toujours, il vaut mieux dire je n'ai pas la réponse, ou là, je suis pas au clair, ou là, on est hors timing, plutôt que d'essayer de faire semblant. Faire semblant, c'est pas vraiment une preuve de courage. Donc, faire preuve de courage, même dans des situations délicates, savoir parfois recadrer, être ferme, c'est aussi faire preuve de courage. Et le dernier point, c'est sans cesse se poser la question de l'énergie. Est-ce que j'aurais pas finalement intérêt à activer l'énergie, à engager, à toujours effectivement me demander de quoi a besoin mon auditoire pour rester actif, en fait, et pas les plomber complètement leur attention. Super. Eh bien, écoute, on aura tenu presque le timing. Donc, on avait annoncé 5 minutes de retard et donc on va être dans ces 5 minutes. On va vous laisser avec 3 conseils, clés en tout cas quelque chose qui est essentiel de garder en tête. C'est première impression, effet de primauté, effet de récence. Très simple à retenir. S'il y avait pour les petits bonus, les petits plus pour encore plus effectivement augmenter l'impact. La première impression, ça c'est toujours intéressant de se poser la question. La première impression que vous faites, elle est hyper importante, évidemment. Alors évidemment, on a toujours possibilité entre guillemets de se rattraper, mais de se dire vraiment dans les 2 premières secondes, 2 à 6 premières secondes, avant même de prendre la parole, avant même de prononcer le premier mot, en fait, votre auditoire va se poser 2 questions. Les 2 questions que votre auditoire va se poser, c'est: est-ce que cette personne est plutôt amie ou ennemie? Est-ce que cette personne est plutôt plus forte ou moins forte que moi? C'est vraiment quelque chose de très primitif, de très animal, mais c'est ce que l'inconscient finalement de cette audience va tout de suite se dire, et on se dit ces choses-là. C'est pas rationnel, c'est pas conscient, c'est notre instinct vraiment primaire qui veut ça. Et ça se joue dans l'attitude. Donc, est-ce que vous voulez être ami ou ennemi? Il y a plutôt intérêt à être ami pour connecter rapidement avec son audience. Et est-ce que vous voulez apparaître comme étant plus fort ou moins fort? C'est pas dans le sens écraser l'autre, mais c'est dans le sens, est-ce que vous voulez apparaître comme étant finalement légitime, expert de ce que vous apprêtez finalement à transmettre? L'effet de primauté, l'effet de récence, c'est de se dire que finalement, les premières choses, les premiers points clés entre guillemets d'une présentation, c'est ce que votre auditoire va majoritairement retenir. Et idem pour les derniers points clés de votre présentation, c'est aussi ce que votre auditoire va majoritairement retenir. Tout ce qui se passe au milieu, ça va être quelque chose où la déperdition va être plus forte, plus grande. Donc, ça veut dire quoi en termes de technique et d'outils? Rappelez toujours, annoncez toujours peut-être les trois
les 3 choses essentielles de votre message avant de démarrer et concluez ou voilà, terminez votre propos en rappelant de nouveau les 3 choses essentielles de votre message pour justement bénéficier de cet effet de primauté et de récence. Alors, on va terminer peut-être en essayant justement d'être dans l'effet de récence. Donc, pour récapituler un petit peu ce qu'on a dit dans ce webinaire, on a démarré, alors pour ceux qui nous suivent, je vois qu'il y en a certains qui sont partis, on a démarré effectivement en parlant de tout ce qui était préparation avec des conseils sur les techniques de gestion du stress et de gestion de son tract. On vous laisse les regarder dans le replay ou en tout cas dans le support. Ensuite, tu nous as parlé de Start with Why, donc notre cher Simon Sinek, donc avec l'importance de démarrer avec le pourquoi et de toujours mettre le pourquoi au centre des choses, puis de structurer son message avec le comment et le quoi. Est-ce que jusqu'ici je suis bon, Tiffany? T'es au top. Super. Et ensuite, justement, tu nous as donné des techniques de piliers de charisme avec la présence, le pouvoir et le partage et la chaleur. Oui. Et enfin, on est arrivé donc sur ces techniques de primauté, de récence, de première impression qui sont essentielles. Super. Et ben, merci pour ce récap, Simon. J'espère que tout ça va bien s'ancrer dans dans l'esprit de notre auditoire. Merci à tous. Il y a plein de messages effectivement de remerciements et de feedback. Un grand merci pour votre participation. S'il y a des questions, n'hésitez surtout pas. J'apprécie le clin d'œil de Pascal qui dit la prédominance de la couleur jaune de Tiffany de son disque peut jouer un mauvais tour au timing. C'est donc l'histoire de ma vie, Pascal, exactement. Bien décelé. Merci à tous. Je regarde si on n'a pas des questions. Si tu en as, toi, Simon. J'ai pas vu de questions. Voilà, vous pouvez nous envoyer par mail au besoin. J'en profite pour faire 2 derniers éléments. C'est le prochain webinaire. Ça sera le 4 juin sur comment la RSE transforme les entreprises. Donc, un tout autre thème. Et sachez que, on l'a dit plusieurs fois, mais vous pouvez retrouver tous nos replays de toute façon sur notre page YouTube. Et puis, si vous vous êtes inscrit, il vous est envoyé de toute manière. Voilà, en tout cas, un grand merci Tiffany pour tous les éléments que tu nous as apportés. Et puis justement pour ta bonne humeur et ta présence. Écoute, merci beaucoup, c'était un plaisir. Merci à tous, toujours un plaisir d'être avec vous pendant cette heure de webinaire. Une belle fin de semaine à tous et à toutes. Merci, au revoir. Au revoir.